On repart. Donc, séquence patriotico-industrielle qui est pas très très loin d'ailleurs de ce dont on parlait, autour de l'épargne. Alors, très largement, Nicolas, on va parler des impôts de production, parce que je ne sais pas si vous avez déjà débattu ensemble, mais et elle est très saine d'ailleurs comme obsession, mais enfin, comme toutes les obsessions, il faut de temps en temps essayer de calmer un tout petit peu la maladie. Donc, on va parler des impôts de production, on va en parler largement. Avant les impôts de production, votre sentiment sur ce qui peut être analysé comme, je ne sais pas moi, le point final à peut-être 10 ans de politique de l'offre. C'est vrai qu'on a parlé de la loi Pacte, il y avait des éléments là-dedans. Et là, un président qui proclame vraiment assez fortement que, à un moment, on va peut-être faire un bras d'honneur à l'ensemble des réglementations internationales, diverses et variées, y compris européennes d'ailleurs. Il le dit sans le dire, mais enfin, il le dit quand même, pour essayer de développer avec des outils rapides et efficaces, en l'occurrence le crédit d'impôt, comme le font les Américains, pour essayer de développer une relance industrielle appuyée sur la décarbonation. Comme ça, sur le papier, ça a du sens, mais je voulais voir un petit peu ta lecture de la séquence, Nicolas. Moi, ce que je crains, c'est les effets d'annonce et la difficulté à réaliser. Ouais. Et concrètement, je ne suis pas opposé à ces mécanismes de crédit d'impôt. Ils sont nécessaires. Plus on a une fiscalité dérogatoire, plus on a besoin de crédit d'impôt pour compenser les handicaps qu'on a. Oui, ce que tu appelles fiscalité dérogatoire, c'est de la fiscalité qui vient taxer des éléments qui sont parfois des éléments, mais picrocoliens, anecdotiques, un peu absurdes. Et qui sont massifs. Et qui sont massifs, absolument. En France, on a la fiscalité standard sur les entreprises, on a l'impôt sur les sociétés. Il était plus élevé, on est en train de le baisser. On a la fiscalité d'ancien régime, qui sont les impôts de production, qui sont les impôts arbitraires qu'on prend indépendamment du résultat des entreprises. C'est ce qui a laminé tous nos trucs industriels. Alors certains, c'était Bridgestone, c'était Veralia, c'était ce genre de choses, des fabricants de... Veralia va bien aujourd'hui. Oui, je fais bien de me corriger. Avec justement un fonds de private equity, Apollo, si je ne m'abuse, qui fait très très bien son travail sur la réindustrialisation. Tout ça, on l'a mis à la peine pendant des années, et la fiscalité de production est problématique parce qu'elle ne s'adapte pas quand les résultats disparaissent. Absolument. Et donc ça crée de la surmortalité, ça crée de l'instabilité pour toute une série de business, et ça explique une partie de notre surchômage. On a baissé un peu cette fiscalité de production avec 2 vagues, qui sont des petites vagues. Il nous reste 45 milliards d'impôts de production en net de subventions. Et ça doit être la priorité. Parce que ça, il faut le supprimer pour éviter de créer des distorsions dans tous les sens. C'est bien d'avoir des crédits d'impôt, parce que ça compense dans certains domaines, ça permet d'avoir des domaines d'excellence, par exemple la santé a beaucoup bénéficié des crédits d'impôt. En l'occurrence, on va avoir des crédits d'impôt pour la décarbonation, c'est très bien, mais il faut avoir une fiscalité standard par ailleurs. Parce qu'une économie, c'est une complémentarité. Je te donne un exemple. Si on a été bon dans le nucléaire, c'est notamment parce qu'on avait de bons ingénieurs, et si tu fais un crédit d'impôt, tu vas peut-être avoir plus d'investissement dans la recherche, mais c'est aussi parce qu'on avait des bons soudeurs. Et la force française dans le nucléaire dans les années 50 et 60, c'est les soudeurs du Creusot qui avaient fait des chaudières de bateaux à vapeur, qui avaient des chaudières de locomotives, et qui permettaient de faire des chaudières de centrales nucléaires. Donc, si on développe des rustines sans travailler l'équation globale, avoir une fiscalité normale, pas plus excessive que les autres, on passera à côté des enjeux. Le bon modèle, c'est les Allemands. Ils ont une fiscalité normale. Tu regardes la moyenne de l'Union européenne, les Allemands sont à la moyenne de la fiscalité de l'Union européenne. Voilà, non, juste sur les soudeurs du Creusot, après ça s'est dégradé quand même. Bien sûr. Et voilà, et si... quand tu perds un savoir-faire... Quand tu perds un savoir-faire... Oui, non mais enfin, il n'y a pas eu... Enfin, on va pas refaire l'histoire du Creusot, il n'y a pas eu qu'un savoir-faire, il y a aussi eu à un moment des gars qui ont bidouillé les chiffres, qui ont bidouillé l'ensemble des résultats de surveillance de leur soudure, et ça... On n'a pas encore tout à fait fini de payer cette facture-là, confère donc la coiffe de l'EPR de Flamanville, qu'il va falloir quand même changer à un moment, par exemple, parce que ça s'est dégradé au Creusot. C'est typique, c'est-à-dire que rapproche-toi du micro, Nicolas, comme on a les. Il faut un écosystème qui fonctionne globalement. Oui, je comprends ce que tu dis. Si tu aides certains domaines sans avoir une économie globale qui fonctionne, tu vas arriver à des bulles, tu vas arriver à des choses qu'on n'arrivera pas à faire parce qu'on n'aura pas tous les savoir-faire. Moi, l'angle que j'ai, c'est ma lecture qui m'a plus ou moins mis la rate au courbouillon du rapport de France Stratégie sur le financement de la transition écologique. Alors, si j'essaye de dire des choses positives issues de ma lecture, il y a une vision de long terme.
C'est ce qu'on demande au gouvernement, c'est ce qu'on demande à France Stratégie, c'est de regarder le truc, non pas à la prochaine élection, mais à 10 ou 20 ans. Bon, ça, c'est le premier truc. Et donc, c'est vraiment un travail qu'ils ont fait. Le deuxième truc, c'est qu'ils disent, ils ont au moins le mérite d'avoir fait une estimation chiffrée du coût de cette transition et de dire où elle est. Ça, c'est très important, parce qu'ils arrêtent de dire, on va tout faire le boulot avec de la sobriété, en éteignant la lumière de tout quand on sort. Ils disent ça, c'est 15% de l'effort, bien sûr, il faut le faire, mais c'est 85% sur l'énergie, le bâtiment. Tu vois, ils listent les endroits où ça se passe, quoi. Voilà. Et après, ils disent ça coûte 66 milliards par an pendant 10 ans. Bon, 66 milliards par an, c'est énormément d'argent et finalement pas tant d'argent que ça. Mais là où je suis monté à 12 000 tours, c'est presque de la provocation. C'est quand ils disent ça va se faire avec de la dépense publique et de l'impôt, donc politique budgétaire, et non pas par l'innovation. Et là, si tu veux, là ça rentre en conflit complet. Tout ce à quoi je crois. Donc je suis totalement effondré. Alors, où est-ce qu'on trouve ces 66 milliards ? C'est ça la question. Et donc, on ne peut pas les rajouter à nos 57% de dépenses publiques sur PIB. On ne peut pas, je trouve que ce n'est pas raisonnable, quand ils disent on va mettre 10 points de 10 ou 25 points de dette en plus en 10 ou 20 ans, c'est presque criminel de le dire, quoi. Ça ne va pas. Et donc, il faut bien travailler sur la dépense publique pour essayer de recycler de l'argent en le fléchant comme il faut. Et alors là, on peut rouvrir le débat des 45 milliards d'impôts de production qu'on a aujourd'hui, puisque les entreprises sont à la fois l'énorme partie du problème, mais aussi la solution. Et donc si tu dis je vais jusqu'au bout de la suppression de ces impôts antédiluviens qui pénalisent notre compétitivité, mais je supprime ces 45 milliards contre l'engagement, donc à coup de crédit d'impôt, contre l'engagement qu'ils vont être recyclés par les entreprises dans leur pivot de transition énergétique et écologique, on a peut-être une thèse qui me semble raisonnable et qui donne une perspective qui n'est pas on va encore faire un cadeau aux entreprises, on va remettre le pays d'équerre grâce aux entreprises en les aidant à le faire. Et ça, j'attends ce message-là. Et c'est pas du tout celui qu'on voit dans le rapport de France Stratégie, qui est plutôt un peu punitif, etc. Ouais. Voilà. Et puis je complète une chose, sur les impôts de production, c'est des impôts gaspilleurs. C'est des impôts qui coûtent autant qu'ils rapportent. Parce que quand on a trop d'impôts de production, on chasse la production hors de France. C'est France Stratégie qui dit ce sont des impôts contre la production. Supprimer 45 milliards d'impôts de production, ça ne va pas coûter 45 milliards. Ça va coûter zéro en net. Ça, c'est très important. Et on a baissé les impôts de production et on voit les recettes d'IS qui augmentent. Quand vous supprimez les impôts de production, vous avez des créations d'emplois, donc vous avez plus de cotisations patronales, plus de cotisations salariales. Vous avez des meilleurs résultats, vous avez l'IS qui augmente, vous avez les impôts de production qui augmentent, parce que vous avez un petit effet l'affaire, et vous supprimez 45 milliards d'impôts de production, vous aurez plus de production et autant de recettes. Oui, c'est sur le papier. Voilà. C'est ce qu'on voit là en ce moment. Ouais, c'est ce que tu vois là, mais c'est biaisé par les taux de croissance. C'est ce que tu vois là parce que tes recettes fiscales augmentent parce que tu as un taux de croissance qui est un taux de croissance exceptionnel au regard de notre moyen terme. Et que tu n'auras pas, c'était quoi ? C'était 4,5 de croissance l'année dernière, 2,5, etc. C'est ça qui t'explique aussi en grande partie ta hausse des recettes fiscales, Nicolas. Moi, je serais ravi que ce soit une manifestation comme ça, spontanée, immédiate de l'effet l'affaire. J'y crois moyennement. Alors, c'est vrai qu'on a une hausse des recettes fiscales partout dans toute l'Europe, mais elle est beaucoup plus prononcée en France, où on a baissé les taux de fiscalité. Bon, donc acte. Alors ça c'est un truc que nous dit France Stratégie. France Stratégie nous dit... Mais je voulais pas qu'on parte sur le rapport de France Stratégie quand même, mais vas-y. Mais le financement de la transition, en fait, c'est une courbe en J au mieux. C'est-à-dire que c'est un truc qui, au début, va détruire de la croissance. Et donc, si on peut le faire intelligemment pour essayer de limiter l'impact sur la croissance de ce pivot, tant mieux, parce qu'on sait bien qu'on s'en sort par le haut, c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux. L'autre point que je trouve essentiel, c'est comment tu le fais. Parce que si tu dis, je remets du crédit d'impôt pour le pivot écologique des entreprises, mais que tu le fais... Alors j'ai lu un très bon papier sur le crédit impôt recherche écrit par un Stéphane Soumier la semaine dernière, dans la super lettre hebdo. Lettre hebdo de Bismarck. Abonnez-vous à la lettre hebdo de Bismarck. Absolument. Qui disait, moi je l'ai défendu pendant des années, et puis c'est vraiment si efficace que ça. Moi, ma conviction est la suivante, c'est que j'en ai fait des boîtes qui gagnent de l'argent en France, parce que c'est purement des centres de R&D filiales étrangères qui cantonnent leur R&D en France pour choper le cire, et sur lesquels il y a zéro investissement industriel dans la foulée, j'en ai vu plein. J'ai géré leur plan d'épargne. Donc, si tu veux, je suis assez détendu. Je vois très bien ce que ça peut donner. Et donc, je pense qu'il faut demander... tu peux vraiment focaliser ce crédit d'impôt sur de la R&D liée à la transition écologique, mais il faut aussi conditionner sur le long terme
au fait que ça va se traduire par des investissements qui seront locaux. Voilà. Oui, enfin, ce que j'écrivais, alors c'est pas le fruit de ma réflexion, hein, c'est ce que évidemment j'ai lu à droite et à gauche. Je le dis pour ceux qui ne lisent pas la formidable lettre d'information de Bismarck, mais abonnez-vous, bon Dieu. C'est qu'il faudrait surtout à un moment le plafonner, c'est-à-dire qu'effectivement on est sur une dépense de 7 milliards d'euros aujourd'hui et que, alors j'ai plus le chiffre, je crois que 26 grands groupes prennent 2 milliards de ces 7 milliards d'euros. Vu l'efficacité de la recherche dans les grands groupes, modulo celle dans les boîtes les plus affamées, c'est beaucoup d'argent. Et donc effectivement, et ça je ne le savais pas, l'idée que ce crédit n'est pas plafonné, alors que par exemple en Allemagne il est plafonné à 4 millions d'euros, 4 millions d'euros, ce qui est peut-être là un tout petit peu léger, mais enfin bref, il y a sans doute un équilibre à trouver autour des 20 millions d'euros pour, alors non pas d'ailleurs irriguer plus de petites entreprises, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que le tuyau, puisqu'il est maintenant largement ouvert, ça nous coûterait simplement moins cher. Voilà. Et au moment où l'argent public est rare, c'est peut-être pas. Et moi, je rajouterais une clause qui s'appelle, tu sais, quand tu vends une boîte, souvent, tu as ce qu'on appelle un earn-out, un complément de prix, si tu as atteint tes objectifs avec un décalage, etc. On pourrait dire aux gens, tu as droit à 100 de CIR compte tenu de ce que tu m'as déposé dans ton dossier en R&D. Je vais t'en donner 70 maintenant, et les 30 suivants, tu les auras, si tu peux me prouver que ce CIR a donné lieu à un investissement industriel. Moi, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire, parce que tu rajoutes de l'insécurité. Tu rajoutes de l'insécurité sur la démarche au départ de l'entrepreneur, notamment une démarche de recherche. Tu sais absolument pas ce que ça va donner à l'arrivée, c'est quand même a priori la définition. Et donc, non, moi je crois qu'il faut un truc clair. Et franchement, il faut simplifier tout ça. Recyclons une partie de tes économies de plafonnement dans un turbo si jamais il y a des emplois. Tu vois, et de l'investissement industriel à la clé. Mais tu vois. Et donc, tu n'es pas en train de dire je donne que 70 au lieu de 100, je continue à donner 100. Mais comme j'ai généré une économie, il y en a un bout que je recycle en disant il y aura un turbo si jamais ta R&D débouche sur des investissements industriels. Simple. Voilà. Plafond, crédit d'impôt. Simple. Oui, et continuer à baisser la fiscalité standard. Et continuer à baisser la fiscalité. On doit avoir un IS normal et on doit supprimer les impôts de production. Alors, à ce sujet, Nicolas, tu insistes. Alors, et pardon, je ne sais pas si mais je pense que là, on les entend. Il y avait longtemps qu'ils ne nous avaient pas accompagnés, les marteaux-piqueurs de la croissance immobilière de ce magnifique quartier parisien dans lequel nous sommes. Donc, désolé pour tout ça. Voilà, on essaye de se faire entendre quand même. Autour des télécoms, sujet que je connais pas mal, celui-là. Donc, c'est vrai qu'il y a au fond, c'est sans doute le plus absurde de tous les impôts de production finalement, celui qui est sur l'innovation et sur les autoroutes du futur, c'est-à-dire c'est 3,1% du chiffre d'affaires des télécoms qui sont soumis à impôt de production, on va dire ça comme ça, enfin qui partent en impôt de production, contre 1,4 en moyenne dans l'économie marchande, hein, ce sont les chiffres de ton étude, et tu dis cette surfiscalité pénalise la capacité à investir, commençons par là, des télécoms. Oui, alors clairement, il y a un lien direct entre trop de fiscalité et pas assez d'investissement. C'est pas le seul aspect. Hein, parce que mais où est-ce que tu vois qu'ils n'ont pas réussi à investir nos sociétés de télécom? Elles n'ont jamais autant investi que sur les 10 dernières années. Je suis d'accord avec toi, mais regarde les autres. Regarde l'étranger. L'investissement par utilisateur aux États-Unis, l'investissement par utilisateur en Asie est beaucoup plus élevé que chez nous. Et donc, nous, on a l'impression qu'on a super investi. Mais pas en Europe, on est d'accord. Hein. Alors, ok, tu me cites les États-Unis et l'Asie, mais pas en Europe. Non, mais en Europe, l'Europe elle traîne en investissement par rapport aux États-Unis et l'Asie. En France, on a bien investi dans la fibre. Et d'ailleurs, il y a des taux d'équipement qui sont très, très bons. Extraordinaire. Par contre, en 5G, on est en retard par rapport aux États-Unis. Mais oui, mais on a fait un choix. C'est là où ça m'intéresse beaucoup. On a fait un choix. Un choix à 30 milliards d'euros, je le rappelle quand même. Hein. En Allemagne, on est très en retard en fibre par rapport à la France. Et on est aussi en retard en 5G. Et donc, il y a un retard d'investissement qui est significatif, qui est en partie lié à la fiscalité. Et aux deux fiscalités. Mais Nicolas, je me permets, je le conteste ce retard d'investissement en ce qui concerne la France, parce que, alors, pardon, je ne veux surtout pas rentrer dans un débat technique, je trouve bien plus rationnel d'investir dans la fibre comme on l'a fait, et rendons hommage à François Hollande, quand même pas tous les jours, c'est lui qui a lancé ce plan, que d'investir dans la 5G. À choisir, la fibre est aujourd'hui, pour les entreprises, pour le tissu économique français et pour l'ensemble des citoyens, bien plus efficace. Et alors, quand on dit la fibre, attention, il faut juste préciser, petit point, technologie au débit, l'ensemble des technologies au débit. Parce que
100% de la France n'est pas raccordable en fibre, Tout à fait. et donc tu as du très haut débit satellitaire et de la 4G, et non pas de la 5G, de la 4G, qui fait tout à fait aussi l'affaire. Tout à fait. Voilà. Mais quand tu regardes... Et donc c'est un choix rationnel qu'on fait là, nos télécoms. Je ne dis pas que les télécoms européens n'ont pas fait un choix rationnel. Français. Je dis juste une chose, il y a un retard d'investissement par rapport au monde entier, au reste du monde, qui est en train de se constituer et qui est fondamental et qui est en partie lié à la fiscalité. C'est en partie lié aux impôts de production dont on a parlé, et il y a un autre effet dont on parle moins, qui est l'impôt sur les sociétés, qui est plus élevé sur les télécoms et les réseaux. Ouais. Pourquoi ? Parce que les télécoms et les réseaux, ils font moins de R&D, donc ils ont moins de crédit d'impôt, et donc ils paient une facture plus élevée. Quand tu regardes la fiscalité d'un opérateur comme Orange, ils ont payé 39% de leur impôt sur les bénéfices dans les 20 dernières années. Tandis qu'une boîte standard, c'est 31% d'impôt sur les bénéfices. Quand tu regardes Deutsche Telekom, ils ont payé un impôt sur les bénéfices qui représentait 37% de leurs résultats, alors que la boîte standard en Allemagne, c'est 28% des résultats. Ah, c'est le cas aussi en Allemagne. C'est aussi le cas en Allemagne, parce qu'ils ont la même chose, ils ont les mêmes crédits d'impôt qui réduisent la fiscalité des boîtes qui font de la recherche et développement. 38, tu dis 38% pour Orange contre 31... 39-31. 39-31. Et 37-28 pour l'Allemagne. Et donc, clairement, si tu prends trop d'impôts de production, qui est un impôt stupide sur les réseaux, et si tu prends trop d'impôts sur les sociétés, tu détruis leur capacité d'investissement. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans l'étude, là, c'est que moi, je suis toujours très, très réservé dès lors qu'on touche à des secteurs d'activité où il y a des infrastructures monstrueuses. Pourquoi ? Parce que historiquement, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais pu déployer des infrastructures très coûteuses qui font progresser le tissu industriel sans l'aide de l'État d'une manière ou d'une autre, en partenariat public-privé. Mais c'est ce qu'on a fait là pour la fibre, c'est 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Bon. 2 tiers de dépenses privées, et un en fait, tiers dépenses publiques. Et en fait, il y a un niveau de profitabilité de nos opérateurs télécoms qui est substantiel, donc ils ont quand même des moyens d'investir qui sont importants. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le ratio hallucinant qui dit qu'en Asie et aux États-Unis, il y a un opérateur pour 111 millions de clients, alors qu'en Europe, il y en a un pour 11 millions de clients, une échelle de 1 à 10. Or, tu vois bien que c'est des métiers qui nécessitent de tels investissements industriels qu'on pourrait probablement avoir moins besoin de deniers publics pour les infrastructures si on acceptait de mettre les gens à l'échelle Sauf qui que leur c'est permet de pas faire comme ça que ça se passe et c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est ça le sujet. C'est pas le C'est-à-dire choix que, qu'on a fait. alors, je vous renvoie, comme je le fais très régulièrement, au formidable bouquin de Thomas Philippon, Les gagnants de la concurrence. Thomas Philippon, c'est un chercheur, un économiste formidable, il part à Harvard et il dit « Mais bon Dieu, pourquoi est-ce que les télécoms ne marchent pas aux États-Unis » Pourquoi est-ce qu'ils ne marchent pas aux États-Unis ? Parce que justement, l'ensemble du pays est concentré entre 3 opérateurs. Qu'est-ce qui se passe avant que Free débarque en France ? Rendons hommage. Tiens, on va faire toutes les gueules cassées de la politique. Après François Hollande, on va rendre hommage à François Fillon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe que l'autorité de la concurrence, tous les 2 ans, est obligée de condamner pour entente les opérateurs, les 3 qui peuvent se mettre d'accord sur tel marché, puis c'est 2 contre 1, 1 contre 2, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe depuis ? Mais depuis, tu as... Alors, peut-être qu'il est inférieur à ce qu'il est aux États-Unis et en Asie. Par rapport aux États-Unis, j'en doute un peu quand même, mais je te fais confiance. Mais en tout cas, un niveau d'investissement qui n'avait jamais été réalisé dans les télécoms en France. Je ne connais pas les chiffres européens, je connais les chiffres en France. Donc, cette concurrence, et c'est ça qui me surprend beaucoup de votre part, les gars, cette concurrence, elle a dynamisé l'ensemble du marché, dynamisé les investissements. D'une situation d'oligopole avec entente, et que ça, il faut évidemment démanteler ça. Ah mais tu peux pas, si tu as un oligopole, par définition, tu peux pas le démanteler. En fait, d'où le retard américain sur les télécoms. Okay. Stéphane, on partait d'une situation, comme le disait Jérôme, mais la question, c'est comment tu perçois ton marché. Si ton marché, il est statique, s'il n'y a pas d'innovation technique, ce qu'on fait, c'est génial. Parce qu'on a un État qui a co-investi, qui a financé un investissement, et on vérifie que des opérateurs de marché ne s'en mettent pas plein les poches sur le dos du client. Bon. Mais ça, on y est très bien parvenu. On est très bien parvenu. On va voir d'ailleurs un des graphes que je sors de ton étude. Là, on va le voir, Sybille, tu l'envoies quand tu veux, mais sur la dépense par abonné, il est très clair. Bon, on est très parvenu. Les prix des télécoms, depuis 1996, ils ont baissé de 30%. Mais bien sûr. Okay. Les prix des biens standards, ils ont augmenté de 60%. Donc c'est le domaine où la progression des prix est très très faible. Clairement, le consommateur a été le grand gagnant. Mais la question, c'est combien de temps ?
quand tu achètes une prestation, tu as une question de rapport qualité-prix. Si ton opérateur doit investir, parce qu'il y a des évolutions techniques et qu'il n'est pas capable de suivre, tu es perdant à la fin. Et donc, tu es très content au début parce que tu as acheté une prestation pas chère, mais à la fin, tu as un rapport qualité-prix qui se dégrade. Mais Nicolas, ça fait 10 ans, plus de 10 ans. Est-ce que tu trouves que la qualité des télécoms en France est en train de se dégrader? Absolument pas. Bien au contraire, justement parce qu'on a massivement investi dans la fibre. Je te dis pas qu'elle se dégrade. Laisse le tableau. Je te dis pas qu'elle se dégrade. Je te dis que par rapport à ce qu'il y a au Japon, par rapport à ce qu'il y a en Corée, par rapport à ce qu'il y a en Asie, moi, ce que je vois sur aux États-Unis, ton tableau, c'est qu'au Japon et aux États-Unis, ils payent beaucoup plus cher pour un service qui n'est pas meilleur. Écoute, en termes de débit, tu as des choses bien meilleures dans ces pays-là. Non. Ah, je connais pas le Japon. Stéphane. Les États-Unis. Le Japon, mais c'est incroyable en termes de prestations télécom. C'est incroyable. Tu vas dans le métro, tu as du débit partout. Tu es dans les tunnels, tu as du débit partout. Tu es dans les trains, tu es dans les avions, tu as du débit partout. Chez nous, t'as quoi dans le métro? Non, mais alors, ok, mais on rentre là, tu comprends, c'est là où le truc, Nicolas, devient. Tu peux pas mettre en parallèle le plan fibre, quasi unique au monde. Il faut aller à Singapour et en Corée, effectivement, en Corée du Sud, pour trouver le même. Donc, c'est 30 milliards d'investissements. C'est le plus gros chantier réalisé en France à date, en attendant que le Grand Paris soit terminé, qui sera sans doute un peu plus cher. Tu peux pas mettre ça en parallèle avec le fait que ça passe mal dans le métro. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas possible. L'investissement a été concentré là-dessus. Tu as raison de le dire, sous forte impulsion publique, avec même un fusil sur la tempe sans doute. Eh ben, je suis désolé, je trouve que c'est un atout extraordinaire pour l'économie française. Ce que je te dis, bien plus efficace c'est que que quand le tu regardes, 5G dans le métro. Quand tu regardes le télécom européen, ils ont une rentabilité inférieure au reste du monde. Quand tu regardes leur investissement par utilisateur, ça progresse, mais c'est moindre. Et donc, on a un vrai risque de déclassement. Et on a un sujet qui est à la fois fiscal et à la fois un sujet de droit de la concurrence. Si on a trop de mitage, si on a trop de petits opérateurs, on sera nulle part. Il y a plein de domaines où on est nulle part. On est nulle part dans l'intelligence artificielle, clairement. On est nulle part dans le numérique. Alors, c'est un peu moins vrai parce que... AT&T, ils sont pas non plus, tu comprends? Je veux dire, les 3 opérateurs américains, ils sont pas non plus dans l'intelligence artificielle. Non, mais... Ils sont des providers qui sont assis sur leur magot et ils bougent pas énormément. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu entre les 3 Américains et les 40 Européens. 40 Européens. 400, tu veux dire? Non, 40 opérateurs. Non, mais c'est exactement le sentiment que m'a donné la lecture de cette étude. C'est qu'on voit bien que marché américain, typiquement, on est quand même encore en situation d'oligopole avec des prix et des marges élevés parce qu'ils sont beaucoup plus profitables et qu'il n'y a pas assez de concurrence. Et nous, on a réussi à introduire cette concurrence et on en a tous bénéficié, on en bénéficie tous les jours. Ça, c'est extraordinaire. Mais il y a un effet d'échelle sur les investissements futurs. Et cet effet d'échelle, il faut quand même l'obtenir, notamment pour ne pas faire appel à des... Si on peut le faire, tu vois, en réduisant un peu, en augmentant cet effet d'échelle, en réduisant un peu le nombre d'opérateurs et que ça permet de faire moins appel à de la dépense publique dans un enjeu, dans un marché sur lequel il y a des enjeux d'infrastructure qui traditionnellement ne peuvent pas se développer sans l'impôt, moi je suis pour. Oui, mais là tu n'aurais pas pu. Parce qu'en fait la dépense publique, elle est allée dans les zones non rentables. Et de toute façon, tu n'aurais pas eu un opérateur, quelle que soit sa marge, qui aurait accepté de déployer de la fibre dans des zones non rentables. C'est vrai de toutes les infrastructures. Voilà. C'est vrai, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut que la puissance publique est là pour ça. Les plus libéraux défendent ce qui est vrai, c'est que sur des métiers comme celui-là, enfin des marchés comme celui-là, les règles traditionnelles de la concurrence pure et parfaite qu'on peut avoir dans des trucs qui sont plus faciles à produire, qui nécessitent moins d'investissement d'infrastructure, sont toujours extrêmement complexes. Et donc, au fond, c'est un équilibre de planète que la puissance publique doit avoir. Et donc, faut tenir les mecs en règne courte. Mais il faut quand même les laisser déployer leur strat. J'admets, mais je ne voudrais pas, Nicolas, c'est ça qui m'intéresse, que... Si tu veux, tu as un discours qui se développe, on va finir là-dessus, parce que c'est en fait un sujet qui nous passionne et qui passionne nos téléspectateurs auditeurs. C'est ce fameux sujet d'un changement de doctrine en Europe entre la politique de la concurrence et la politique de puissance. Et reviennent sans arrêt les mêmes exemples. Alstom, Siemens. Ils sont où, Alstom, aujourd'hui? Ils sont les leaders mondiaux du ferroviaire. Et si il n'y avait pas eu cette politique de concurrence européenne, s'ils avaient été fondus dans le grand conglomérat Siemens,
qu'est-ce qui resterait d'Alstom aujourd'hui? J'ai presque envie de dire même qu'est-ce qui resterait de Siemens, tellement on sait que ces fusions de grandes entreprises sont complexes et que les risques d'exécution sont énormes. Avant ça, c'était Schneider le grand exemple, la commission qui interdit la fusion entre Schneider et Legrand. Où sont aujourd'hui ces deux grandes entreprises? Schneider règne une entreprise mais exceptionnelle, Schneider Electric, exceptionnelle. Et Legrand ne l'est pas moins. Simplement, c'est le petit équipement électrique, donc c'est vrai que c'est moins spectaculaire que ce que fait Schneider Electric. Donc, moi, je ne voudrais pas, tu vois, je comprends cette idée de puissance et tout, mais à un moment que les plus libéraux qui sont là se mettent à dire suce à la concurrence, mort à la concurrence nous détruit, c'est pas possible, tu comprends Je dis pas mort à la concurrence, je dis il faut pas être naïf. Si tu organises la concurrence en prix, tu vas laminer ta qualité de prestation. Et si tu empêches les opérateurs de sortir de la concurrence en prix pour évoluer vers des concurrences en qualité-prix, mais à ce moment-là, mais qu'ils fassent du marketing, ce que Orange a fait d'ailleurs à un moment. C'est-à-dire, si tu veux pas de la concurrence en prix, parce que c'est vrai que la concurrence en prix détruit. Voilà, tu peux. Ça, c'est beaucoup de chefs d'entreprise m'ont dit, tu peux toujours faire un prix. Tu peux toujours mettre un matelas sur le trottoir parce que tu n'as plus de quoi payer l'URSSAF. Aucun, évidemment. Mais, et dire ce matelas vaut 100 balles si vous avez 100 balles. Mais à ce moment-là, que les acteurs fassent du marketing pour valoriser leur prix plus élevé. Enfin, c'est vieux comme l'économie quand même. C'est vieux comme les confitures de la cour d'Orgère. Mais quand ils présentent... Quand c'est pas une commodité. Tant le jour où c'est une commodité, ça devient un truc et c'est évidemment les prix et puis c'est tout, quoi. Le vrai problème des opérateurs, c'est quand ils présentent un dossier de fusion à la Commission européenne, on leur dit oui, très bien, vous allez pouvoir fusionner si vous vous séparez de telle activité, telle activité, telle activité. Et donc à la fin, ça rend les fusions inopérantes. En fait, on confond souvent dans le processus, on va dire, l'intérêt a priori de l'opération de marché qu'on te propose et le contrôle a posteriori que tu n'abuses pas, les abus de marché. Ouais. Et par crainte des abus de marché, parfois, on interdit des trucs qui pourtant auraient probablement un sens à l'échelle planétaire, etc. Et donc tout le sujet, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un arsenal réglementaire suffisamment puissant pour vraiment lutter contre les abus de marché, abus de position dominante, cartel, oligopole, entente, etc. C'est un sujet extraordinairement complexe. Hein. Je préfère surtout être secrétaire d'État à l'épargne que faire européen à la concurrence. C'est beaucoup plus confortable. Bon, alors il faut acheter l'abonnement et voter. Non, je terminerai juste quand même, parce que moi j'aime raconter les histoires de l'économie et les histoires du business. Ce qui a bloqué, par exemple, le passage à nouveau de 4 à 3 opérateurs en France il y a 7-8 ans, c'est ni Madame Verstager, c'est juste Monsieur Bouygues à un moment qui a dit « Oh non, c'est pas possible, je peux pas me vendre à... » Je sais même plus à qui devait se vendre d'ailleurs à l'époque, à Orange. Je crois que c'était à Orange. Je crois que c'était à Orange. Voilà. C'est quand même à la fin l'ego du chef d'entreprise qui a... Il n'y a pas que ça. non, mais je suis d'accord avec toi. Si, il n'y avait que ça. Une étude est très intéressante et ça me permet, puisque en ce moment les think tanks sont contestés, etc. et tout, ça me permet de rendre hommage à l'ensemble du boulot que vous faites, que tu fais, Nicolas, que fait l'Institut Molinari, que font l'ensemble de ces think tanks et qu'il va falloir à un moment défendre s'il y a besoin de les défendre et on sera là pour le faire. Voilà. Et puis une externalité positive pour moi de cette étude de l'Institut Molinari sur les télécoms, c'est que ça nous donne un taux moyen d'imposition sur les sociétés des opérateurs télécoms et de la moyenne des boîtes et que c'est pas du tout le fantasme que les grandes entreprises ne payent pas d'impôts. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et ça, j'ai trouvé, et c'est indépendamment du sujet sur les télécoms, j'ai trouvé que c'était extraordinairement intéressant et je me suis bien mis le crowbar de côté. Oui, mais voilà. Je crois qu'il y a un biais, c'est qu'elles sont contraintes, c'est-à-dire comme tous leurs abonnés sont en France. C'est un peu difficile de tricher sur la réalité. Oui, mais tu as aussi la comparaison par rapport à la moyenne des entreprises d'autres secteurs. Oui, mais tu ne veux pas tricher sur ton chiffre d'affaires. Tu as la comparaison par rapport au taux d'imposition sur les sociétés moyennes des entreprises des autres secteurs, qui, elles, n'ont pas ce même genre de contraintes, et tu te rends compte qu'elles payent des impôts, les entreprises des autres secteurs. Et donc, ce n'est pas le fantasme de les grandes boîtes très juste. qui ne payent pas d'impôts. Très juste. Et j'ai trouvé, merci, chers amis. Merci. Voilà, on n'a fait que 2 sujets sur l'ensemble de ceux qu'on voulait faire, mais... Et en même temps, c'est bien aussi de temps en temps d'aller au fond des choses, avec en plus le marteau-piqueur qui nous accompagne pour aller encore plus au fond des choses, pour que ça rentre. Justement, demain, on parle construction, immobilier. À demain sur Bismart.